Les 24 heures du Mans, très sincèrement, tu peux être le plus près de près possible avec la meilleure auto, etc. Si t'as pas ce petit truc en plus, c'est mort, tu les gagneras pas. Entre la maquette qui reste statique, mais de voir cette voiture en dynamique, c'est des moments vraiment fabuleux. J'ai dit comment ça c'est fini. J'ai dit je monte dans le train, j'arrive. Elle me dit tu peux venir, il y a les chaînes devant la porte, donc tu rentreras pas. Donc quand tu as cette équipe-là, tu dis que c'est pas possible, tu peux pas t'arrêter comme ça, c'est tellement compliqué à construire. C'est fait en fait. Il reste 5 heures à tirer, 6 heures à tirer. Ouais, roule, c'est même pas mon problème. Tu sais quoi, je l'ai fait les 6 heures tout seul, il n'y a pas de problème. Et boum, on a tout pris dans la tête. Bienvenue dans la boîte à gants pour un nouvel épisode un peu particulier à l'occasion du centenaire de Peugeot pour les 24 heures du Mans. Et pour ce nouvel épisode, on va aborder un chapitre plus récent, tout aussi mythique, tout aussi riche, avec deux personnages qui l'ont vécu de très près. Messieurs, bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter tous les deux ? Bonjour, donc je suis Olivier Jansoni, j'étais responsable du projet Peugeot 9X8 Endurance depuis 2020. Et depuis le début de l'année, je suis directeur de Stellantis Motorsport. Bonjour Yann, bonjour Olivier. Franck Montagny, consultant pour Canal+, et ancien pilote des voitures qui gagnaient à l'époque. Salut Mathias. Bonjour, donc je suis Mathias Ossan et je suis directeur du design Peugeot. Écoute, j'ai même pas eu le temps de te demander de te présenter, c'est parfait. Avant toute chose, tu es un passionné d'automobile. D'où ça te vient ? Est-ce que c'est dans l'enfance que ça s'est construit ? Alors en effet, je pense que pour faire ce métier, il faut être passionné. Et en effet, donc cette passion, moi, elle me vient depuis l'enfance. Puis cette passion autour de Peugeot surtout, depuis l'enfance. Donc j'ai grandi dans les années 80 avec des posters, je pense comme beaucoup d'entre nous. Alors j'avais des posters de 905, de T16 qui étaient dans ma chambre. Et puis aussi, je viens de l'Est de la France. Et donc j'ai grandi aussi en allant multiples fois au musée Schumpf à Mulhouse en fait. Et donc... Et c'est ça qui m'a vraiment donné goût à l'automobile. C'est dès l'enfance finalement que j'ai commencé à vraiment être amoureux de l'automobile. Des objets mécaniques, j'ai eu la chance de pouvoir bricoler énormément à l'époque. Et un jour, en fait, je me rappelle un voisin qui arrivait avec une 205 GTI. Et c'est là où le déclenchement finalement pour la marque Peugeot, puis aussi l'amour de l'objet mécanique, c'est vraiment propulsé. Et puis ce qui est intéressant aussi avec l'automobile, c'est que c'est probablement l'objet le plus complexe à réaliser au monde, en grande diffusion. Et il y avait à la fois cette complexité et puis aussi le domaine artistique, c'est-à-dire comment, parce que finalement il y a quand même une forte dimension chargée émotionnellement, c'est-à-dire que quasiment tomber amoureux d'une voiture, d'une forme de voiture, et donc c'est ça qui m'a toujours intrigué. Et donc quelque part, à la fois la dimension mécanique, l'émotion physique qu'on peut ressentir avec une voiture, et puis la surcharge émotionnelle aussi liée à l'esthétique, c'est ça qui m'a emmené tout doucement dans le design automobile. Et tous les deux, votre histoire, elle commence avec la 908, qui est juste derrière nous. Vous n'êtes pas arrivés exactement à la même période. Toi, t'es arrivé juste après la genèse du projet, on peut dire ça comme ça ? Ouais, moi je suis arrivé sur le projet à quelques jours du premier roulage, ou en quelques semaines du premier roulage de la voiture. Donc la voiture était déjà dessinée, et on était sur le point de la mettre sur la piste pour le premier déverminage à la fin de l'année 2006. C'est quoi le souvenir que tu gardes justement quand tu arrives dans ce projet ? Je sais que tu avais déjà touché au sport auto avant. Ouais, moi je connaissais un petit peu l'équipe Peugeot Sport parce que j'avais commencé ma carrière en fait chez Peugeot Sport dans la partie rallye sur le 106 WRC. Donc là je revenais après un intermède à l'étranger et donc je rentrais dans un programme qui était différent parce que c'était la première fois moi je faisais de la piste. J'avais fait du rallye un petit peu avant à différents niveaux et c'était mon premier projet d'endurance. Donc je découvrais aussi l'endurance en même temps que Peugeot à cette année-là. Donc la première édition des 24 heures du Mans avec cette voiture, c'est en 2007. C'est ça, oui, 2007. Quel souvenir t'en gardes de cette première édition ? Parce que tu me dis si je me trompe, mais il n'y a pas eu le temps de faire énormément de tests à ce moment-là. Alors on avait essayé de faire des tests, on avait roulé en fait depuis la fin de l'année 2006 jusqu'au Mans 2007, donc sur 6 mois. On n'avait jamais réussi à aligner le kilométrage d'une endurance parce que des problèmes de fiabilité, donc on était quand même pas très confiants. Et puis je me rappelle surtout d'une semaine redoutable en termes de fatigue, puisqu'on est arrivé au Mans déjà bien fatigué, une préparation où ne serait-ce que rouler sur les essais libres et le TSD à l'époque, ça nous avait demandé quand même beaucoup d'énergie pour réussir à garder la voiture en bon état sur la piste. Et donc je me rappelle d'un départ de course où on était déjà exténué avant d'avoir commencé. Et donc finalement, vous arrivez quand même à terminer la course, malgré le fait que vous n'aviez jamais réussi lors des tests. Ouais, donc ça c'était la bonne surprise. On termine sur une voiture. On a une voiture, celle sur laquelle moi j'étais plus particulièrement dédié, là, qui s'est arrêtée au petit matin.
Et puis l'autre qui a terminé la course, hein, alors un petit peu limite, mais on a réussi à terminer avec une voiture. Ouais. Toi, à ce moment-là, Franck, tu regardes ça d'un œil un peu lointain. T'es en Formule 1 encore? Non, je regarde pas. J'avais déjà participé aux 24 heures du Mans, mais là, je suis très happé pour la Formule 1. Et je suis sur ma dernière année de Formule 1, ça fait 2007 justement. Je suis 3e pilote chez Toyota. Je suis censé rouler à la place de Ralf Schumacher. Et puis un jour, lors des 24 heures du Mans, juste avant les 24 heures du Mans, j'ai les responsables de chez Toyota qui viennent me dire écoute, pour un Japonais, on ne vire pas un Schumacher. Donc ça voulait dire rideau, je reste 3e pilote. Et là, il fallait trouver des options pour l'année d'après, quoi. Comment tu vois à ce moment-là, quand on a la proposition de Peugeot, on te parle de cette voiture diesel qui est un monstre, hein, tu me parleras un petit peu de tes sensations, mais est-ce que tu as un a priori au début? J'ai pas un a priori, mais je connais pas le diesel. Et forcément, pilote de course, voiture du Mans, j'ai roulé avec des V12 au Mans, des trucs qui miaulent dans la ligne droite. Parce que quand tu me parles d'un diesel, ça t'éclate pas tout de suite. Après, ils ont eu les bons mots aussi, hein, avec le couple notamment, la puissance du couple. Et la voiture allait de mieux en mieux. L'équipage était assez dingue. Et surtout, on m'a tout de suite associé à 2 pilotes que j'aime beaucoup, c'est Zonta et Christian Klien, pour le Mans. On m'a fait cette proposition-là. Zonta, je m'étais déjà battu avec lui et il m'avait battu, donc il y avait des choses à apprendre de lui. Christian Klien, c'est un jeune pilote aussi qui a roulé en Formule 1 avec moi. Et j'avais aussi des choses à apprendre. Donc c'était une collaboration pour moi qui m'intéressait. En dehors de la voiture, je pouvais apprendre quelque chose des pilotes. Et ça, c'était une nouveauté, clairement. Donc là, très, très clairement, en plus, j'avais pas de programme. Enfin, j'étais parti aux États-Unis. Le programme Champ Car s'était arrêté après une seconde place. Donc, ouais, c'était tout bénef pour moi. Tu m'avais dit, quand on a préparé cet épisode, que tu avais fait une comparaison assez immédiate entre la Formule 1 et Peugeot Sport, tant tu avais été impressionné par justement l'organisation de l'équipe, malgré le fait que c'est évidemment pas les mêmes budgets. Ah, d'entrée de jeu, ouais. Enfin, en fait, moi, je connaissais le Mans. Attention pour tous les fans du Mans, c'est pas du tout négatif. Un peu course papy, quoi. Là, tu fais 24 heures du Mans, tu roules tranquille, tu vas au bout. Moi, j'avais fait mes débuts avec Pescarolo où chaque fois que tu montais la voiture, c'était pas les vibreurs, pas les ci, pas les là. Là, on était complètement dans une autre dynamique. C'était le développement des pneus, Michelin derrière à 200%, du monde derrière toutes les voitures, ingénieurs, groupe d'ingénieurs, bureau d'études. C'était lourd, quoi. D'entrée de jeu, je suis rentré dans une autre dynamique avec d'autres délires, d'autres envies. Et ça s'est ressenti d'entrée de jeu pour la qualif. Moi, je me rappelle la qualif, il fallait taper dedans à 100%, quoi. Il n'y avait pas question qu'on loupe la qualif. Mais je crois qu'on fait 1 et 2, Steph il fait 1, moi je dois faire 2. Donc, non, c'était tout de suite, j'ai dit, ok, ça sent vraiment la Formule 1 ici. Je sais que la manière dont tu es devenu Head of Design Peugeot est assez originale, on va dire, en tout cas efficace, c'est sûr. Comment tu en es arrivé à te retrouver à la tête du design de Peugeot, en plus très jeune, parce que tu as 40 ans, si je dis pas de bêtises. Je suis un peu plus vieux que ça. T'as quel âge maintenant? 46. 46. Ouais. 46, c'est toujours très jeune. Ouais. C'est quoi un peu le parcours? Moi, j'ai un parcours finalement assez traditionnel, on va dire, hein, par rapport au milieu du design. Donc, moi, j'ai commencé en 2002 à l'époque pour la marque Citroën, en tant que designer extérieur. Faut savoir qu'il y a quand même des métiers à designer extérieur, intérieur, couleur et matière. En 2008, j'ai eu la chance de monter le studio de design en Chine, à Shanghai. Donc, j'étais envoyé là-bas pour 5 ans. Et c'était intéressant parce que finalement, il y avait déjà le boom de tout ce qu'on peut connaître aujourd'hui, tout ce qu'on voit aujourd'hui. Et je reviens juste de Pékin, donc finalement, ça confirme ce que j'avais déjà senti en 2008 à l'époque. Et en 2013, je suis revenu travailler pour la marque Peugeot. Et à l'époque, j'étais responsable de l'avance de phase et des concept cars. Donc, c'était une vision moyen-long terme, on va dire. Et puis en 2020... Comment t'expliquerais l'avance de phase pour que tout le monde ait la vision? L'avance de phase, ça permet de travailler, quand je dis long terme, c'est plutôt les concept cars. Donc c'est une projection du futur de la marque avec des concept cars, comme e-Legend par exemple, Instinct. Donc ça permet de projeter la marque dans les 10-15 prochaines années avec des nouvelles technologies, nouveaux langages formels. Et puis l'avance de phase sur des programmes comme j'ai travaillé sur l'avance de phase des programmes 208, 308, 408. Et là déjà, quelque part, on commence à construire les fondations du prochain véhicule, ses proportions, ses grandes proportions, les prochaines technologies qu'on va intégrer dedans. C'est pour ça que je parle, on va dire, du moyen et très long terme avec les concept cars qui sont une vision plutôt lointaine. Et en juillet 2020, donc Gilles Vidal, qui était à l'époque mon responsable, donc est parti sur d'autres aventures. Et donc Jean-Pierre Plouet, qui était mon responsable de l'époque, m'a appelé, c'était un vendredi soir. Et donc, en m'expliquant que Gilles partait, et donc m'a proposé le poste de responsable du design Peugeot, donc ce qui est quand même
pour une marque comme Peugeot, qui a une responsabilité qui est quand même assez importante, et m'a gentiment laissé à peine le week-end pour réfléchir. Donc ça forcément, on se pose énormément de questions par rapport à la responsabilité qui est liée au rôle, qui est super importante. Dès le lundi matin, donc voilà, j'étais parti pour cette nouvelle aventure. Et parmi les projets que tu as dû prendre en main dès ton arrivée, il y a ce fameux projet 9X8. Exactement. Qui est vraiment au tout début. Exactement. Et en fait, je crois que l'annonce avait été faite quelques semaines avant. Jean-Philippe Imparato, qui était CEO de la marque Peugeot de l'époque, venait de faire l'annonce comme quoi Peugeot allait revenir dans le championnat du monde d'endurance. Et donc, un de mes premiers projets, c'était donc cette fameuse 9X8. Toi, en 2008, tu récupères la responsabilité des suspensions et de l'hydraulique, c'est ça ? Ouais, donc en fait, la première année, au Mans, donc la course, on termine deuxième. On se rend compte de la difficulté, on se rend compte aussi que c'est exactement ce que Franck décrit, c'est les années où ça commençait à basculer, où c'est devenu quasiment une course sprint de 24 heures. Et on se rend compte effectivement que pour battre Audi, il va falloir qu'on soit optimisé à peu près partout. Et donc, après le Mans 2007, on a réorganisé l'équipe un petit peu, on a redistribué un petit peu les rôles dans l'équipe, on a aussi décidé de faire une grosse cure d'allègement sur la voiture qui était pas au point mini à l'époque. Et donc là, moi, j'ai récupéré effectivement une partie sur le développement suspension et hydraulique et transmission aussi. Voilà. Quand tu parles d'allègement de la voiture, on parle de combien que vous avez réussi à gagner entre Je pense qu'on a dû gagner une trentaine de kilos de mémoire. Donc la voiture était à peu près 30 kilos au-dessus du poids mini à l'époque. C'est un vrai challenge le poids avec les diesels parce que le moteur en lui-même est extrêmement lourd. Il est beaucoup plus lourd qu'un moteur essence. Le poids mini était à l'époque à 925 kilos. Donc arriver à 925 kilos avec ces voitures, c'était très compliqué. C'est beaucoup plus léger qu'une hypercar par exemple actuellement. Et pour que tout le monde se rende compte un petit peu, 30 kilos sur un tour, ça peut représenter combien d'écart au temps ? Toi, tu veux vraiment fâcher le monde, c'est ça ? Non, juste pour Parce avoir que une 30 idée. kilos, grosso modo, c'est la différence de poids que j'ai avec Davidson. Et à l'époque, les pilotes, ils n'étaient pas comptabilisés dans la voiture. Juste pour vous faire une petite image. 30 kilos au Mans, on doit être presque à 4 dixièmes. C'est énorme. Ben oui, c'est énorme. On est bien d'accord par tour. T'imagines la différence de poids avec un mec qui fait 3 heures aussi dans la voiture ? Clairement. Et justement, en parlant de toi, ton premier départ avec Peugeot, quel souvenir tu gardes ? Je crois que il y a un petit souvenir avec McNish. J'étais bête en fait. J'étais un jeune idiot à cette époque. Rigole pas. J'ai changé. Parce que je me croyais toujours un peu Formule 1. Ça, je me croyais toujours... En fait, c'est un sport de groupe. T'es plus dans l'individuel. T'es plus dans le pilote en lui-même. Tu dois partager ton volant. Mais c'est quelque chose quand même qui est ultra difficile à faire pour un pilote. Et dans ce moment-là, en fait, tu te sens le roi du pétrole. Tu es au départ, c'est toi qui dirige. Et moi, je pensais faire un jump start à McNish, tu vois. Donc, c'est ce que j'ai fait. Mais du coup, il est parti devant, je suis parti derrière, tu vois, tout simplement. Et puis, il n'a pas eu de stop and go. Ce qui est normal, en fait. Tu pars sur 24 heures du Mans. Donc, toutes ces choses-là, en fait, elles te font apprendre un petit peu ce côté gentleman de la course et ce côté... ça sert à rien, en fait, de se prendre la tête pour des détails. L'important, c'est pas ça. Il faut se concentrer sur l'important, c'est-à-dire être performant, trouver les meilleurs réglages, trouver les meilleurs systèmes dans ta voiture. On parle de l'hydraulique, on parle des suspensions, on parle de l'aéro, du moteur. Toutes ces choses-là sont importantes et elles sont propres à chacun. Après, aller titiller l'autre sur des bêtises, ça sert à rien. Et ça, tu l'apprends au fur et à mesure. Et moi, j'ai mis un petit peu de temps à l'apprendre parce que je suis un peu moins allé à l'école que les autres, c'est tout. Quel autre souvenir vous gardez de cette édition 2008 ? Moi, je me rappelle très bien de la préparation de la course 2008. Où là, c'était la deuxième course. On avait donc l'expérience de la première année. On est arrivé avec une voiture on savait qu'on était affûté parce qu'on avait perdu du poids. On avait gagné énormément en puissance moteur. C'était un moment qui était assez grisant pour les ingénieurs, cette préparation de 2008, parce qu'on découvrait aussi la techno diesel. On avait encore beaucoup à apprendre et on apprenait beaucoup. Et donc, du coup, on dépassait assez largement nos objectifs de gain de puissance sur une année. Donc, c'était assez, je me souviens d'une anecdote assez sympa. On s'est rendu compte, en fait, quelques mois avant le Mans 2008, qu'on avait tellement progressé en moteur qu'on avait dépassé tous nos targets de toutes nos cibles de puissance et que du coup notre kit aéro pour le Mans était devenu complètement était pas du tout au bon niveau en fait. Il était beaucoup trop fin, pas assez d'appui, et donc on a dû bricoler un kit aéro avec des éléments du kit sprint. À l'époque, on avait deux versions de voitures, une version pour les circuits sprint, une version pour le Mans. Et on a dû bricoler une voiture avec les éléments du kit sprint pour arriver à rouler au Mans et être optimum. Donc on avait cette espèce de double gain. Donc on est arrivé au Mans en 2008 avec la certitude qu'on serait très très perfo. Après, on avait toujours un doute sur la fiabilité. C'est une course qui est très dure et ça s'est démontré d'ailleurs sur cette course-là pour nous. Cette époque, elle est aussi marquée par le duel avec Audi. Parce que évidemment, il y a toujours des concurrences en sport auto, mais celle-ci a marqué l'histoire. Tu le vivais comment, toi, Mal. Moi, quand j'appartiens à un groupe, tu vois, c'est comme ça. Il n'y a pas de...
Moi, Audi, c'était les ennemis. Et très sincèrement, j'en ai 48 aujourd'hui. Ça fait 20 ans. On parle d'un truc d'il y a 20 ans. Moi, Audi, aujourd'hui, je roule pas en Audi. Hein. C'est mort. Je ne roule pas en Audi. J'aime pas les Audi. Voilà. Je suis pas pour Audi. C'est tout. Parce que je suis marqué Peugeot. Parce que je suis marqué de ces courses-là. Parce que c'était les ennemis à battre. Parce que c'était comme ça, en fait. Moi, la course, je la vis de cette façon-là. Et une Audi ne passait pas devant ma voiture, quoi. Tant que je pouvais la laisser derrière, je la laissais derrière. Mais ils étaient extrêmement durs à battre. C'était David contre Goliath, très sincèrement. C'était pas les mêmes budgets, c'était pas le même développement. Et pourtant, on était présents. Et très sincèrement, on les a fait trembler un paquet de fois. Le Mans, ils étaient au-dessus. Il y a beaucoup d'autres courses où on était au-dessus. Donc ça, c'était quand même assez kiffant, tu vois. On arrivait quand même de temps en temps à sortir dans le paddock, à avoir la tête haute et à être quand même très fier. Même si on les a battus une fois au Mans. Mais on a plein d'occasions. En tous les cas, on les a fait trembler. Et ça, c'est quand même le vrai kiff, quoi. Et David a gagné contre Goliath l'année suivante. Oui, on a gagné en 2009, effectivement. Mais alors, cette période de 2008 à 2009, c'est une période où on a aussi beaucoup douté dans l'équipe. Parce qu'on se rendait compte qu'on était plus performants. Donc, Franck mentionnait, on les a battus sur quasiment toutes les courses sprint. On gagnait tout, sauf Le Mans. Et et la défaite en 2008, elle a quand même marqué parce qu'on était favoris en termes de perfo. On amène 3 voitures. On devait gagner cette course. On ne la gagne pas pour des problèmes de fiabilité qu'on avait mal anticipés sur une histoire improbable d'encrassement des radiateurs qui nous force à nous arrêter pendant la nuit et à nettoyer nos radiateurs. Et là, l'équipe, elle doute parce qu'on se dit, finalement, c'est pas possible. On est plus rapide qu'eux, on n'arrive pas à gagner. Qu'est-ce qu'ils ont en termes d'opérationnel, en termes d'équipe qu'on sait pas faire. Et donc, donc c'était dur parce qu'on les a espionnés, on a regardé leur façon de travailler, on trouvait rien. Finalement, au bout du compte, il manquait un petit peu de réussite, un peu plus de rigueur. Et on a réussi à aligner tout ça pour 2009. Donc là, effectivement, ça a été un soulagement incroyable dans l'équipe. Mais 2009, il y a quand même des gouttes de sueur qui ont été versées jusque presque dans les dernières minutes. Ouais, il n'y a aucune course. Les 24 heures, c'est une course compliquée. Il n'y a aucune course des 24 heures qui est simple. Même pour ceux qui ont l'air de la dominer déjà du début à la fin. 2009, on avait un problème d'usure de frein sur les voitures. Donc à l'époque, les freins carbone, terminaient à peine la course des 24 heures sans changement. Il fallait absolument terminer sans changer, parce que changer, ça aurait voulu dire s'arrêter 2 minutes au box pour changer, ce qui nous faisait perdre la course. Et donc sur nos 2 voitures de tête... On n'a pas perdu, on était deuxième. Ouais, mais la tienne avait le même problème. On était nickel. Non, pas du tout. Donc les deux voitures, exactement le même problème. Et donc effectivement, et alors là oui, effectivement, il est très loin, c'est vrai, mais donc on avait cette espèce d'inquiétude jusqu'à la fin de savoir si on pouvait continuer à terminer la course sans changer nos freins. Parce que juste pour bien comprendre et pour expliquer aux auditeurs, les freins carbone à l'époque, c'est pas du tout ce que c'est maintenant. Les problèmes de fiabilité n'existent plus maintenant. Il y a eu des progrès énormes qui ont été faits sur les matériaux depuis. Les voitures sont un petit peu moins perfo aussi qu'à l'époque, pour les hypercars. Mais oui, donc effectivement, maintenant, on est capable d'assurer la durée de la course sans changer de frein. C'est à peu près garanti. À l'époque, c'était pas garanti. C'était les premières années où on le faisait, en fait. Audi comme nous. Tu pouvais pas taper dans les freins H24, clairement, à l'époque. Tu faisais des gros tours, mais quand tu étais sur du long rythme, les freins, tu les ménageais un peu. Tu faisais un peu de lift and coast, tu sauvais un peu d'essence. Si tu te rappelles, on avait énormément de call radio pour vous expliquer comment gérer les freins. Ouais, parce que le délire, en plus, c'est que tout le monde s'écoutait dans les radios. C'est-à-dire qu'Audi nous écoutait, nous on écoutait Audi. Non, c'était un truc de ouf, je te jure, les 24 heures. C'était c'était pas de la radio digitale à l'époque, donc tu pouvais écouter les radios, scanner les radios, et nous, entre 2008 et 2009, on était tellement inquiets de ne pas être au niveau, de rater un truc, qu'on écoutait tout le monde. Et notamment, vous chopiez la fréquence des autres radios, et vous écoutiez. Ouais. Et nous, on avait des codes pour parler de la voiture, tu vois, parce que les autres nous écoutaient aussi, tu vois. Donc, de temps en temps, on disait ça souvire, mais en fait, ça survirait, tu vois. C'était un jeu de dupes. Non, c'était un truc de ouf, c'était génial. C'est en 2009 qui t'arrive la petite anecdote. Je crois que c'est Sébastien Bourdet qui est au volant et qui a un petit bout de gomme qui vient se coincer. Je me rappelle encore pour mes mécaniciens qui étaient vraiment déçus, dégoûtés alors qu'ils y sont pour rien. C'est la course en fait. C'est les 24 heures du Mans. Très sincèrement, tu peux être le plus près de près possible avec la meilleure auto, etc. Si t'as pas ce petit truc en plus, c'est mort, tu les gagneras pas. En fait, Seb, il tape une Porsche en bout de Mulsanne là-bas. Rien, les splitters qui décalent en fait, et donc la voiture rentre et tu changes de splitter, tu ressors, mais c'est instantané. Les gars sont entraînés, ils se sont entraînés 100 fois pour faire ça. On a les meilleurs mecs au monde pour ça. Sauf que là-dedans, il y a une petite boule de gomme qui est dans la tête BTR en fait, et tu rentres pas la vis en fait. C'est impossible. Et on passe 10 minutes à faire ça. Donc en fait, la 8 perd le Mans à ce moment-là. Mais qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça en fait. Tu peux rien y faire dans ces moments-là. Même si tu as envie de t'arracher les dents à certains moments. Donc là, vous arrivez à remonter deuxième quand même, si je me souviens bien. Et après, il y a on peut en rigoler maintenant, mais
C'est le moment où on t'explique qu'on va fige figer les positions. Ouais, c'est minuit. Toi, tu réagis comment à ce moment-là? Très très bien, moi tu me connais. Il était Moi, heureux comme facile. tout. D'ailleurs, quand ils sont venus me le dire, ils sont venus nous le dire en direct. Ils sont pas passés par un intermédiaire, tu vois. Non, pas très bien, mais en fait, dans ma tête, ok, on fiche des positions, mais c'est mort, en fait. Enfin, c'est mort pour vous, c'est pas mort pour moi. Nous, on va gagner quand même, tu vois. Et puis, le Mans, en plus, c'est que c'est cool parce que c'est un circuit quand même, tu roules en 3 mains. Et si je dis pas de bêtises, les positions sont figées et le temps est figé en 3,21. Et je me rappelle que chaque tour, je l'ai fait en 3,28, 3,27. Et sachant que quand t'es premier, le mec, en fait, il va faire 3,21,5, 3,21,6, tu vois, au mieux. Parce que tu vas pas prendre le risque. Donc, à peu près chaque tour, je prends un petit coup dans la radio. Francky, la target. Francky, à chaque fois, je dis, ouais, ça va, je suis à 2 dixièmes, 3 dixièmes, 5 dixièmes. Je suis toujours en dessous de ça. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que pendant ce temps-là, nous, on lisait les freins, on regardait les freins qu'ils utilisaient, on disait, c'est quand même pas possible. On va pas perdre cette course parce qu'on n'a pas réussi à gérer avec 2 voitures devant. Ouais, c'était ça le Voilà, challenge. ils n'étaient pas d'accord, grosso modo. Et Oui, mais c'est la frustration personnelle face Bien sûr. à la gestion. Mais si je suis le boss du team, je fais exactement la même chose. Non, mais Je le problème, bloque mes 2 autos, j'arrête tout. C'est l'enjeu. Il faut imaginer, T'as en gagné, fait. c'est normal. Il faut imaginer l'enjeu, Non, les mais moyens c'est qui ont sûr. été investis. Là, C'est une course que c'est tu peux pas l'ego qui perdre. parle, mais c'est encore. Je pense que c'est important d'avoir des pilotes comme ça, parce que ça pousse aussi une équipe. Mais à ce moment-là, c'est idiot. Il faut arriver à trouver les mots pour essayer de le freiner, de le calmer, le mec, parce qu'il peut te mettre la bérésina dans le team, tu vois, à ce moment-là. Mais l'intérêt, c'est de gagner. Tu es une équipe. Le pilote, comme je le dis tout le temps, ça reste l'employé de l'équipe. Et s'il doit faire ce qu'on lui dit. Et dans ces moments-là, c'est toujours un petit peu difficile d'accepter le truc. Mais bon, je l'ai accepté. Surtout qu'en l'occurrence, là, t'en as un qui conduit, t'en as 2 dans les box que t'as sur le dos parce que eux, ils t'expliquent, quand je dis sur le dos, c'est physiquement sur le dos, qui t'expliquent en fait, c'est pas le truc à faire du tout, c'est une très mauvaise idée. Il vaut mieux le laisser rouler parce que c'est très très dangereux de lui dire de lever. Et moi, quand je rentre, en plus, je reprends les 2 autres pilotes et je te jure que je leur mets une sérénade. T'es plein d'adrénaline, T'es chaud, t'es bouillant. Ouais. C'est minuit en plus, il te reste plein de temps pour rouler, tu vois. Donc t'as tous les arguments du monde qui te viennent en tête. Pas les bons. Mais bon, c'est comme ça. Ça s'est bien fini. On a fait 1 et 2. C'était l'essentiel et l'important pour l'équipe. Donc là, comment ça se passe les tout débuts c'est une phase de... Alors, je sais pas si c'est les bons termes, c'est juste que je vais essayer de vulgariser les choses, mais une phase de concours peut-être de sketch, c'est ça? Exactement. Quelque part, c'est de la même manière qu'un projet de série. Donc, j'ai mis en compétition une partie de l'équipe pour réfléchir sur cette future voiture d'endurance. Et de cette compétition, eh bien, on a retenu quelques thèmes, en sachant que là, il fallait aller très vite en termes d'exécution, et en sachant qu'on était en plein milieu de l'été. Donc forcément, avec les congés et tout ça, gérer. Donc c'était assez fascinant. Et je crois que c'est dès septembre, on a orienté la piste de la voiture qui est devenue cette 9X8, qui était un designer qui était Vadim à l'époque, Vadim Gilka, qui a été retenu pour être le designer qui travaille sur cette voiture. D'autant plus que Peugeot a très vite fait le choix que cette voiture soit vraiment entièrement conçue in-house. C'est un anglicisme, mais tout ça pour dire tout fait en interne en tout cas. Ce qui est une vraie particularité, mais qui, j'imagine, pour vous, était encore plus de difficulté aussi au design. Alors, dans la conception même du design qui était relié à la fonction de voiture de course. Et je veux dire, c'est une vraie particularité de Peugeot. Je ne suis pas certain que ça existe à ce point chez d'autres constructeurs. C'est le fait de travailler main dans la main avec les équipes de Peugeot Sport. Et ça, c'est historique. Hein. C'est ce qu'on a fait pour la voiture de Pikes Peak à l'époque, pour les voitures du Dakar. Et donc, on a une connexion qui est très proche avec les équipes motorsport. De par la taille, on est des équipes assez petites finalement par rapport à une entreprise qui est quand même d'une échelle extrêmement importante, partage une passion qui est commune. Et donc très rapidement, ce qui a été décidé par Jean-Philippe Imparato à l'époque, c'est de se dire si on revient dans le championnat du monde d'endurance, il faut que cette voiture ressemble à une Peugeot. Et pourquoi on s'est dit ça, c'est que finalement quand on regardait le paysage, j'ai envie de dire, de l'endurance de l'époque, c'était des voitures extrêmement performantes, mais honnêtement, et c'était presque pour les initiés, c'est-à-dire que c'était difficile de savoir à quelle marque appartenait telle voiture. Et finalement, avec la nouvelle réglementation, ça laissait un champ un petit peu plus large d'expression, d'identité de marque. En sachant que forcément, c'est un engagement pour une marque qui est quand même assez important d'un point de vue financier, c'est-à-dire que c'est quand même des sommes qui sont conséquentes. Et donc, nous, ce qu'on s'est dit, c'est qu'il faut que la voiture, une fois qu'elle soit sur piste, il faut immédiatement qu'elle soit reconnaissable comme étant une Peugeot.
Et donc, on a mis tout de suite l'équipe dessus et on s'est dit quels sont les éléments, les grands inducteurs qui peuvent permettre que cette voiture d'endurance soit une Peugeot, en sachant que c'est pas une voiture de série, les contraintes sont complètement différentes. Et donc, en se disant, moi j'avais en tête Le Mans, et Le Mans, forcément, c'est quasiment la nuit. Enfin, pour moi, j'avais toujours cette image de traînée lumineuse de nuit. Et on s'est dit, il faut que notre signature lumineuse soit hyper mémorable. Et donc, les 3 griffes qu'on était en train de développer sur les véhicules de série, on s'est dit, il faut qu'on amplifie cette signature à la fois sur la face avant et sur l'arrière du véhicule. Parce que j'avais déjà en tête ces traînées lumineuses avec ces 3 griffes. Et ça, c'était vraiment le premier élément distinctif que l'on a eu. Il y avait un deuxième, c'est le fait qu'il y ait une nouvelle réglementation et une sorte de plafond sur la performance aérodynamique de ces véhicules. Eh bien, les équipes d'Olivier Jansoni, côté Peugeot Sport, sont venues avec cette idée de se dire on n'a peut-être pas besoin d'aileron à l'époque. En sachant que là, on avait 4 roues qui étaient identiques, donc ça permettait d'avoir un fonctionnement aérodynamique complètement nouveau. Et moi, d'un point de vue design, je me suis dit c'est quand même hyper intéressant. J'avais en tête des autos du Mans avec ces long tails vraiment élégantes, qui transpiraient ce côté hyper fluide, hyper aérodynamique. Et j'avais vraiment envie de sortir de ce côté trop machine qui était à l'instant T encore très présent. C'était des objets presque guerriers, une sorte de machines ultra performantes, mais qui manquait cette surcharge d'émotion. Et donc, très rapidement, on est venu sur un dessin qui était beaucoup plus léger, beaucoup plus fluide. Il y avait cette idée de félin très bondissant. Et moi, j'avais vraiment cette idée en tête, cette image en tête. Et c'est vraiment ce qu'on a gardé quasiment jusqu'au bout du développement de cette 9X8 pour avoir un objet qui soit vraiment hyper fluide une fois sur la piste. J'ai l'impression même dans ce que tu dis que vous y avez la volonté d'avoir une âme presque, tu vois, par rapport, sans citer aucune marque, mais effectivement à des presque copier-coller où à moins d'être très initié, tu peux les reconnaître sur la piste, mais de nuit, il y a pas mal de monde qui peut se tromper entre certains modèles parce que effectivement elles ont plus ou moins la même forme, elles sont basées sur la même structure. Et c'est vrai, la 9X8 de nuit, on la reconnaît tout de suite. Pour moi, c'était vraiment le point de départ. Il fallait être certain qu'au premier coup d'œil, un non-initié se dise ça, c'est une Peugeot. Et pour nous, c'était important, encore une fois, à l'époque, se dire, vu que c'est un investissement de la marque qui est quand même très important, c'est aussi tout un travail autour de la communication. Le fait de pouvoir faire le pont entre une signature lumineuse qu'on a sur le véhicule le plus ultime de la gamme, qui est la 9X8, et puis nos véhicules de série, ça avait du sens aussi par rapport à toute la communication qu'on allait faire. Et c'est vrai que ça, c'est tout un travail. Et dès le départ, on s'est mis d'accord avec Olivier pour se dire c'était vraiment les éléments qu'il fallait garder, donc cette signature lumineuse. Et ça, c'est un travail colossal qui a été fait de la part d'Olivier et des équipes pour intégrer ces éléments de style sur un véhicule endurance qui est initialement fait pour aller vite, être ultra performant, et sans forcément chercher des codes stylistiques. Donc, c'est le fait de travailler vraiment en parfaite adéquation qui a permis en tout cas ce résultat-là. Après ce résultat incroyable, l'année suivante, comment ça se passe ? Donc là, toujours pareil, l'équipe commence à être bien rodée, on relance un développement voiture, on continue nos... Alors il faut comprendre que chaque année, on gagnait donc en puissance énormément, et chaque année, on avait le règlement changé, on avait une bride qui devenait de plus en plus petite pour essayer de contenir les puissances. Donc là, en 2010, la puissance avait chuté un peu, si je me rappelle bien, et on avait fait un développement moteur assez poussé, et on a une panne sur nos 3 voitures, en l'occurrence, nos 4 voitures. Les bielles dans la tête. Exactement, ouais. Mais c'est pas parce que le moteur marche pas, hein. Le moteur est absolument nickel, c'est juste que comme on flippe, au dernier moment, ils nous inventent des bielles. Ouais, on est un peu dans la vérité là quand même. Oui, parce qu'on on a poussé un petit peu jusqu'au bout le développement et on aurait dû probablement lever un petit peu avant. Tu veux dire qu'il y a quelque chose qui a été mis sur la voiture qui n'avait pas eu le temps d'être si tu veux, le problème c'est que tu arrives au Mans, si tu n'as pas la perfo, tu vas pas gagner. Donc de toute façon, et tu connais pas le niveau des autres, parce que c'est un kit aéro spécifique à l'époque, donc c'est des voitures entre le Mans et le sprint qui sont assez différentes. Du coup, tu peux difficilement essayer d'imaginer le niveau d'Audi au Mans, donc tu es obligé de prendre de la marge. Donc on savait qu'on avait un petit peu de marge en perfo, on voulait quand même l'avoir suffisamment et surtout ne rien regretter. Donc on a très probablement été un peu comment dire, jusqu'au boutiste dans le développement moteur. Voilà. Et effectivement, on a un problème de fiabilité au Mans après derrière. Toi, tu le vis comment de l'intérieur, ça Je suis content parce qu'on allait au bout. Tu vois, on a fait le taf, quoi. C'est-à-dire qu'on est compétiteur, on fait les choses. Mais on a tout pris dans la tête, quoi, tu vois. Et puis on n'était pas au courant en tant que pilote. Tu vois. Donc là, on fait pas partie d'une équipe. Et ça, à ce moment-là, j'en voulais à l'équipe, tu vois. Ouais, après, je pense que le niveau de détail où ça m'était descendu là, on ne pouvait pas partager tout ça. Ouais. Mais ça, c'était important aussi de garder le truc et de pousser en avant, tu vois, de la part d'une équipe. C'est constructeur, il y a un gros développement, on parle des 24 heures du Mans.
Mais franchement, on était ultra motivés et ultra confiants. Si tu veux. Ces années-là, pour aller nous chercher sur la piste, sans déconner, en tant qu'équipe, c'était compliqué, quoi, tu vois. Et pour Audi et pour n'importe qui se présentait. On était vraiment redoutables. Surtout on était décomplexés parce qu'on avait finalement réussi à gagner 2009, ce qui nous avait libéré dans notre tête de ces complexes d'infériorité opérationnelle, où on se disait finalement on a la meilleure voiture, on n'arrive pas à gagner, pourquoi là on l'avait gagné, donc Après, ça a déroulé. Voilà. Que ça soit le petit Le Mans, que ça soit Sebring, que ça soit n'importe où. Exactement. En fait, la référence, c'était plus Audi, c'était nous, clairement. On avait perdu aussi, nous, avant 2009, on avait perdu des courses un peu importantes pour nous, notamment aux États-Unis, où on s'est fait avoir sur des trucs de stratégie, alors que pareil, on les avait dominés. Et là, tu commences à prendre cette espèce de réputation que t'es pas au niveau opérationnel. T'étais encore dans une phase d'apprentissage aussi pour l'équipe d'un point de vue. Oui, peut-être, mais aussi parfois ça s'aligne pas tout simplement. Et donc on a eu 2-3 fois où c'est pas aligné. Et ça c'est dur pour le moral. Là, 2010, quand on arrive, on a vaincu tout ça. On a passé un cap clairement dans l'équipe. Et donc on arrive en disant bon, on a la meilleure voiture. Et je pense qu'on avait la meilleure voiture en parfait. On va gagner cette course. Ça va bien se passer. On l'a déjà fait l'année dernière. Turbine, tu vois. 11h du matin quand on pète le moteur, on a 4 tours d'avance. On est avionesque en fait. Il y a même pas de. Je pense que c'est le plus gros gap, c'est même un gap plus gros de 2 minutes encore. En plus, je te jure, on roule le coup de la portière, quoi. On est pépouze. Moi, je me rappelle encore avec Nico et Steph avant que je monte dans la voiture. Celle-là, on peut pas la perdre. C'est pas possible en fait. On est light sur l'axel, on est light en essence. On déroule. C'est facile, la voiture, elle fait pas un bruit, il y a rien qui bouge. C'est fait en fait. Il reste 5 heures à tirer, 6 heures à tirer. Ouais, roule, c'est même pas mon problème. Tu sais quoi, je l'ai fait les 6 heures tout seul, il n'y a pas de problème. Et boum, on a tout pris dans la tête. Et ça, quand tu y repenses maintenant, tu le vis encore comme une. Ah, ça va, ça fait 20 ans, tu vois. Ouais. Mais je suis jamais resté autant collé sur cette caisse là pendant 2 à 3 heures. Là, je voulais pas en descendre en fait. C'est le moteur casse, je m'arrête début des 1 ODR, tu vois. Je m'assois sur la voiture. Et je dis là, il faudra un moment en fait pour que ça digère, tu vois. Mais et c'est comme ça en fait, c'est la course auto, tu vois. Faut l'accepter. C'est comme ça que tu as grandi aussi, c'est comme ça que tu évolues. C'est comme ça que tu apprends aussi pour le futur, tu vois. Savoir que tu pensais gagner et être le plus fort, machin, ça veut pas dire que tu vas gagner la course en fait. Tu peux le penser, hein. Tout est écrit pour. Tu peux être le meilleur dans tous les paris, machin, coller tout le monde en qualif. Le lièvre, il traverse à ce moment-là, tu frappes le lièvre, c'est mort. Ta voiture, elle est rangée. Rien n'est écrit à l'avance. C'est la course auto. Tu fais référence à une anecdote aussi. C'est Nico, ça. Mais c'est Nico qui t'appelle les lièvres tout le temps. En 2011, donc le problème ces problèmes de bielle sont complètement réglés. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Alors 2011, là c'est différent parce que là c'est un nouveau règlement. Donc il y a eu un règlement moteur qui a été bien revu entre 2010 et 2011 dans l'idée de commencer à calmer un petit peu les performances qui commençaient à vraiment être très élevées. C'est-à-dire qu'ils ont entre 2008, 2009, 2010, on a réduit les restricteurs des moteurs pour essayer de garder la puissance, continuer la puissance. Ça s'est développé encore sur les moteurs, ça s'est développé sur l'aéro. Les voitures vont de plus en plus vite et l'idée c'est quand même de contenir un peu ça. Donc 2011, nouveau règlement, nous on change de voiture, on passe d'un V12 à un V8 qui va commencer là, pour sa première course à Sebring en 2011. Et donc on arrive vraiment avec une voiture qui est en fait assez largement revue. Donc c'est vraiment une deuxième 9X8 on va dire. Qui est la 9X8 V8. 908. Pardon, 908 bien sûr. Ouais. Une deuxième 908 qui est donc revue. Donc tu dirais que d'une certaine manière vous repartez à zéro, mais tu repars dans une phase complète de rapprentissage. Alors, on repart pas à zéro parce qu'on a réussi en fait on avait une voiture qui avait évolué pendant 3 ans, mais on peut pas, tant qu'on fait pas une voiture complètement nouvelle, on peut pas tout mettre. Tout ce qu'on apprend, on peut pas le refaire. Il y a beaucoup de choses qu'on a dû garder, et on avait beaucoup de défauts de la voiture de 2010 qu'on connaissait très bien, avec lesquels on s'était un petit peu habitué, puis on vivait avec. Là, c'était l'opportunité de refaire une voiture quasiment complètement neuve, donc châssis nouveau, moteur nouveau. Et on avait intégré tout ce qu'on avait appris sur ces 3 ans-là. Donc la voiture était vraiment bien née, on se sentait vraiment fort à ce moment-là, dans l'équipe. Et puis là, Le Mans 2011, et là c'est quand même une grosse déconvenue parce que c'est la seule course du Mans où on a été dominé en perfo. Là, globalement, alors on retiendra les accidents d'Audi sur la course, mais fondamentalement, sans ces accidents-là, ça aurait été de toute façon, ils auraient probablement mis 3 voitures devant. On était vraiment dominé en performance. Alors l'écart à la fin est très faible, les fameuses 13 secondes, mais en fait cet écart-là, il ne représente pas vraiment la course. Non, clairement pas. Voilà, franchement, on a assisté, on était spectateurs de la course cette année-là. Très sincèrement. On s'est retrouvé en fait dans la position d'Audi les 3 années précédentes. Les circonstances font qu'on s'est battu jusqu'à la fin. Exactement. Mais sinon, très t'avais plus cette ultra domination. Ah non, mais là on n'était pas là, tout simplement. Moi je me rappelle de cette année-là. Déjà, j'en ai pas de souvenir précis.
Et pour pas que j'en ai de souvenirs, ça veut dire vraiment que tu es spectateur du truc. On a fait le taf, on a roulé, on a déroulé, mais on n'était pas là, quoi. On n'avait pas l'auto, quoi, tout simplement. Et ça, quand tu te sens prêt comme ça, et que tu vois, t'as bien bossé, que tu tapes. Et comme il dit, Le Mans, en fait, t'as jamais de jugement avant. Tu peux faire Spa, tu peux faire machin, tu peux faire truc. T'arrives au Mans, si tu n'es pas bien préparé, boum, tu le sais, mais tu le sais que là. Avant, t'as pas d'indicateur. Même si tu es au-dessus, ça veut pas dire que tu seras au-dessus au Mans. Donc le truc des bielles, tu vois, quand on les a pris dans la tête, c'était logique d'aller dans ce développement-là parce que tu sais pas tant que tu n'arrives pas au Mans, quoi. Donc il faut que tu ailles forcément dans la performance et tout ce que tu peux prendre, il faut que tu le prennes. Mais là, cette année, ceux qui ont pris et nous, on a regardé. Et ça reste un. D'abord, moi, à titre personnel, c'était ma plus grosse frustration, cette course-là, bien plus à la limite que 2008 ou 2010. Simplement parce que on avait quand même. Moi, je faisais partie des plus jeunes dans l'équipe au départ. On avait, nous, pris un peu la main. On avait appris de ce qui avait été fait avant, fait une nouvelle voiture qu'on pensait extrêmement perfo. Donc, on était vraiment confiants. Et la voiture était bien. On était fiable. On avait fait des essais. On était préparé. On voyait bien que la voiture était une grosse évolution par rapport à la voiture de la génération précédente. Et donc, quand on arrive au Mans et qu'on n'est pas perfo là, pour la première année, alors qu'on l'a été pendant 3 ans, c'était une super grosse déconvenue. Et on n'a jamais vraiment compris, parce qu'à côté de ça, la voiture, sur tous les circuits sprint, a dominé l'Audi. Cette voiture a dominé toutes les courses sprint, de début 2011 enfin, sur la saison 2011, à part le Mans. Ouais, c'est comme si Audi avait sorti un truc pour le Mans. Voilà. C'est vraiment ça, c'est... Non, alors à l'époque, tu avais un kit carrosserie qui était différent entre le Mans et le. Enfin, un kit carrosserie, il n'a pas tout fait, quoi. Donc, ouais. Enfin, je sais pas, mais. Ou ils ont probablement un développement aéro spécifique pour le Mans qui était meilleur. On s'est peut-être trompé un peu sur le kit aéro et eux, ils ont vraiment réussi le truc, tu vois, c'est une possibilité. Mais vraiment, point d'interrogation, tu vois. Parce que tout est ouvert encore une fois pour cette année-là. Tout fonctionne. Et au Mans, par contre, je te jure, on a regardé, quoi. Et donc, moi, je me rappelle très bien du débrief après le Mans 2011. On était dans une salle, c'était un peu lugubre, on était 7 ou 8 à regarder un peu ce qu'on avait fait, à se dire, voilà, on va à Imola, parce que c'était la course d'après. Et là, mais on va à Imola, avec ce qu'ils ont montré au Mans, on n'a eu aucune chance, on va rien faire. Et on est arrivé à Imola, et Imola, on a conduit le coup à la portière, on a gagné. Donc le truc c'est resté une espèce de passage un peu assez fugace, là, tu vois, et on n'a jamais vraiment compris, je pense. Est-ce que c'est à ce moment-là aussi où vous commencez à travailler sur le développement de la 908 hybride 4 ? Alors en fait, ça avait été intégré dès le début de la voiture 2011. C'est-à-dire que cette voiture, elle avait été conçue dans l'idée de pouvoir basculer avec en hybride en course à partir de 2012. Parce que changement de règlement aussi. Oui, exactement. Donc on avait, c'est pour ça qu'on se sentait en confiance, parce qu'une fois, on avait un peu de visibilité, on avait manœuvré, on avait regardé ce qui se passait devant, on avait un peu d'avance. Donc d'où la déconvenue encore en plus en 2011, quoi. Et pourquoi alors à ce moment-là, il y a cet arrêt assez brutal du programme en début 2012, si je dis bien pas de bêtises. Comment c'est un peu brutal? Tu nous expliqueras comment tu l'as vécu. C'est donc le projet est prêt, hybride 4. Tout s'arrête d'un coup. Comment toi aussi tu l'as vécu? Le projet est prêt, la voiture elle a roulé en hybride déjà. On a déjà fait une séance d'essai. On est à Aragon, je sais plus. Non, Italie, je crois. Peut-être autant, je sais plus franchement. Et puis on est à Sebring au moment où on l'annonce en essai. Donc ouais, c'était super brutal. Pas préparé, très brutal. Bon, on comprenait bien que à l'époque le groupe PSA était pas en grande forme financière, mais on n'avait pas mesuré à quel point ça allait rapidement. Nous, le budget était quasiment dépensé. Hein. Mais c'était dur parce que en dehors de pas faire les courses, plus personne ne s'est revu. Tu vois, les équipes, nos mécaniciens, on avait vécu avec les mecs quand même. Moi, je me rappelle, mes mécanos, avant chaque Grand Prix, je les emmenais faire des courses cuisine, je les emmenais faire un truc de cartes. Tu vois, en fait, c'est ta famille, en fait. Tout simplement, pendant 3 ans, c'est ta famille. Et là, d'un coup d'un seul, il y a les chaînes à la barre. Moi, je me rappelle, j'ai vu Bruno, il me dit, c'est fini. J'étais en Suisse. J'ai dit, comment ça, c'est fini? J'ai dit, je monte dans le train, j'arrive. Il me dit, bah, tu peux venir, il y a les chaînes devant la porte. Donc, tu rentreras pas. Mais tu déconnes. Il me dit, moi, je suis pas au bureau, je suis chez moi. Et en fait, c'était juste... Et franchement, ceux qui ont dû passer l'information à tout le monde, comme Bruno et tout ça, je pense que c'était encore plus... Bruno Famin, Ouais, Bruno Famin, pardon. Toi, j'imagine... Enfin, tu me dis si je me trompe, mais la 908 hybride, est-ce qu'on peut dire que c'est un peu l'ancêtre de la 9X8 en termes de techno? Sur certaines choses. Après, c'est pas le règlement du tout. Donc j'aurais bien aimé que ça soit que le règlement que suit cette direction-là, qui me semblait plutôt pas mal, moi, sur le principe de ce qui avait été fait en 2012. Ça n'a pas été exactement fait comme ça.
Non, on avait commencé à apprendre des choses, mais ça c'est quand même en 10 ans, faut comprendre que la techno et surtout dans ce domaine-là a beaucoup évolué. Et donc ouais, on a recommencé quasiment d'une feuille blanche quand même. Parce que tu as essayé de porter à de nombreuses reprises un nouveau projet en endurance avant que celui de la 9X8 démarre en 2020. Ouais, pas moi en premier, mais dans l'arrêt effectivement l'arrêt en 2012 a été tellement brutal. Et puis on a bien compris qu'en fait c'était un arrêt de circonstance par rapport à une situation financière du groupe qui était pas bonne. Comme dit Franck, le budget pour le Mans il était dépensé de toute façon, donc en fait c'était injustifiable. On savait très bien qu'on avait déjà dépensé 80% de notre budget, on était inscrit au championnat, on pouvait très bien terminer la saison. Mais je crois qu'il y avait un truc social en fait qui devait être annoncé, une annonce sociale comme quoi il virait 500, 700, 800 personnes au mois de juin dans une usine et que le Mans en fait c'était là. Et je pense que vu les résultats qu'on faisait au Mans à ce moment-là, c'est vrai qu'annoncer première page dans l'équipe, Peugeot 24 heures, ils ont gagné, nanani, nanana, la scène de joie, et dans la foulée, 500 personnes ont été virées. Je pense que derrière, pour le département, c'est un petit peu difficile à expliquer. Mais ça, c'est de la politique, c'est des grandes maisons, forcément. Et si on a un département sport, et notamment Peugeot Sport, c'est parce qu'on est capable de vendre des voitures à côté. Donc c'est un truc important à respecter, bien entendu, même si ça fait mal au cœur. Et ouais, donc est-ce qu'il y a des tentatives avant que 9X8 Ouais, on a naisse? retenté tout le temps. On n'a pas arrêté d'essayer. On n'a pas arrêté d'essayer parce que on regrettait. C'était un programme qui était extraordinaire. Je pense que alors moi à l'époque c'était Bruno Famin là, qui était à la manœuvre, mais qui a forcément dû réessayer parce que quand tu as une équipe, quand tu connais la difficulté de créer une équipe, ce qui avait été fait entre 2006 et donc 2012 avec une équipe qui s'était j'allais dire bonifiée parce que les gens apprennent à se connaître, tu t'organises, on commence à se régler, à se roder. À la fin, l'équipe de 2011, c'était une machine. Franchement, c'était aussi bien au niveau conception qu'au niveau essai, qu'au niveau exploitation. C'était vraiment quelque chose qui était bien rodé, qui fonctionnait. Donc, quand tu as cette équipe-là, tu dis que c'est pas possible. Tu peux pas t'arrêter comme ça. C'est tellement compliqué à construire. Donc Ouais, tout fonctionnait. C'est vrai que il y avait ce. Moi, je me rappelle encore, je descendais à l'atelier, je m'étais mis à côté des usines. Et dans chaque département, en fait, bon, déjà, tu commences à connaître tout le monde, hein, au fur et à mesure. Mais tout roulait, en fait. C'est tiens, j'ai fait ça, j'ai monté ça. Tu vois, même dans le dialogue, tu fais partie du truc et tout fonctionnait. Les évolutions, les machins, c'était jamais en retard. Quand tu allais sur les essais, tu devais développer ça, tu développais ça. Les pneus, c'est pareil. On avait tous notre programme pour les pneus. Ça roulait, quoi. On était sur l'horlogerie suisse, tu vois. Et quand ça fonctionne, tu dis, OK, là, maintenant, on va commencer à faire l'histoire de la voiture, quoi. Tu vois, on va commencer à mettre des points partout et à faire l'histoire, à écrire l'histoire. Et ça s'arrête, quoi. Donc, pour moi, en tant que pilote, c'était compliqué, mais c'est pas moi qui ai monté la boîte, tu vois, c'est pas moi qui ai monté l'intérieur, c'est plus des gens comme Olivier. Et là, je me dis, tu t'es investi, tu as construit, tu as mis en place les gens. Il va falloir quand même que tu essayes de les garder parce que ces gens-là, en fait, ils sont quand même super bons. tu peux pas. C'est ce qui se passe. Ouais, Tu peux pas. Preuve en est, c'est que quand tu es arrivé sur le projet 908, tu l'as découvert, tu étais presque à la genèse, pas exactement. Là, sur la 9X8, tu es totalement à la genèse et surtout, tu es peut-être un des rares à avoir connu les deux. Ouais, on est plus trop, on n'a pas été très nombreux parce que, d'abord parce qu'il s'est écoulé un petit peu de temps entre les deux, il y a eu 8 ans. Et puis parce que ce que disait Franck, c'est que tu as une équipe qui est constituée, tu t'estimes que ton équipe sont des gens compétents, ils ont envie aussi de faire autre chose, ils ont envie d'aller faire du sport automobile à haut niveau. Il n'y avait pas de programme vraiment de sport automobile de très haut niveau qui se profilait derrière chez Peugeot Sport à ce moment-là. C'est revenu petit à petit, c'était reconstruit progressivement avec Dakar, WRX, et puis derrière repartir sur 9X8, et chaque fois représenter les dossiers, remonter, puis chaque fois, et puis recréer l'équipe. Voilà. Est-ce que tu dirais que cette volonté de mettre le design vraiment dans une place de choix et de le lier aussi au modèle de grande série, ça serait un peu la version moderne de ce qui avait été fait à l'époque entre la 205 T16 et la 205 qui a été un succès commercial immense parce que justement la version de compétition a tout raflé? On est assez proche en fait en effet de ce schéma-là, et c'est pour ça que j'ai envie de dire que chez Peugeot, on retrouvait ça déjà dans le passé, le fait de travailler à la fois sur les véhicules d'endurance ou sur les véhicules de compétition comme les 205 T16 à l'époque, mais aussi le fait qu'il y ait un écho avec les véhicules de série. J'ai envie de dire, ça c'est une stratégie qui remonte en effet notamment aux années 80, et c'est quelque chose qu'on cultive au fur et à mesure des années
et notamment avec 9X8. Et ça, pour nous, c'était extrêmement important, parce qu'encore une fois, c'est un support de communication qui est juste phénoménal. Et si on se remet, maintenant ça fait presque 6 ans qu'on a commencé à développer cette 9X8, il y avait peu de constructeurs qui jouaient cette carte-là. C'est vrai qu'on était encore une fois sur des véhicules ultra performants, mais un petit peu dénués d'âme. C'était des purs objets mécaniques, fonctionnels, performants, mais je trouve qu'il manquait cette surcouche d'âme. Donc c'est peut-être un petit peu arrogant ou prétentieux de le dire, mais je pense que quand Peugeot en tout cas a présenté cette 9X8, on était dans les premiers en tout cas à renouveler le genre du véhicule d'endurance. Et d'ailleurs, le jour où on a présenté cette 9X8, qui était à l'époque une maquette, qui préfigurait la voiture de course, les retours ont été juste incroyables. Je me rappelle, c'était d'ailleurs assez étonnant. Je me souviendrai, je pense toujours, première séance, donc on a présenté avec tous les pilotes cette voiture, et les retours sur les réseaux sociaux étaient juste fous. Et même la marque, c'est incroyable, avant même que la voiture court en tout cas. Tu veux dire que même les concurrents étaient épatés et presque adoubaient la voie que vous aviez choisie en fait. Je me rappelle, je crois que c'est un commentaire de James Glickenhaus à l'époque qui avait dit que ce que fait Peugeot, c'est exactement ce qu'il faut faire. Donc moi, j'étais très honoré en tout cas de cela. Et je pense que ça a ouvert une voie aussi. On le voit aujourd'hui avec tout le plateau qui est juste incroyable. Et bien maintenant, c'est quand même énormément plus facile d'identifier. Et on voit qu'il y a des codes de style propres aux marques qui ont été intégrés de manière beaucoup plus forte sur les véhicules d'endurance actuels. Et j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, on vit probablement une des plus belles périodes du championnat du monde d'endurance, parce que c'est quand on voit tous ces véhicules en piste, eh bien, on peut facilement reconnaître à quelle marque elles appartiennent. En tout cas, nous, c'est toute la volonté qu'on avait fait en intégrant cette 9X8 et en intégrant cette dimension de design dès le début sur 9X8. Tu parlais d'Olivier et votre collaboration assez étroite. J'ai clairement senti son amour du bel objet aussi, au-delà de sa fonction technique et purement dans la performance. Est-ce que votre collaboration et le fait qu'il ait une sensibilité à ça a aussi joué dans les liens qui ont pu être faits entre design et pas purement fonctionnel et la création de cette voiture? Parce que, comme tu l'as dit, le design était vraiment au cœur de la création de la voiture. Alors, le design était au cœur. À la fin, il fallait que 9X8 soit une voiture d'endurance, donc performante. Donc, Olivier avait bien entendu aussi en tête le fait qu'il fallait que la voiture se fonctionne de manière hyper efficace. Mais j'ai envie de dire que c'était essentiel. Et grâce à Olivier et son goût du bel objet, c'est vraiment ce qui a été déclencheur, ce qui a permis d'aller au bout de ce projet 9X8. Sans quoi, je pense qu'on aurait fait une bonne voiture d'endurance, mais encore une fois, probablement dénuée d'âme. Et c'est ça qui est intéressant, c'est aussi ça qui est fascinant dans ce genre d'aventure, c'est que finalement, ça reste une affaire d'hommes et de femmes qui vont travailler sur un projet. Et si on partage une même vision, c'est là où on peut dépasser le simple objet ou le simple. Et moi, c'est ce qui m'a plu aussi dans cette histoire-là. C'est peut-être un peu bizarre ma question, mais comment tu dessines du vide? Parce que j'ai l'impression, tu sais, que sur une voiture d'endurance, c'est autant la carrosserie que le vide qui dessine la voiture, puisque y a un souci d'aéro. D'autant plus que sur le premier projet, parce qu'il y avait la réglementation, vous avez vu une faille en fait. Il y a eu ce premier projet sans aileron. Ça a été quoi un peu la réflexion? Alors c'est vrai que moi, dès le début, on parlait des signatures lumineuses, de la posture bondissante de cette 9X8. Mais ce que j'ai dit au designer, c'est que vu que l'aérodynamique était, c'est ce qui menait tout le projet. Je dis, mais en fait, d'habitude, on a tendance à dessiner des formes, et donc des formes plutôt en plein sur un véhicule de série. Mais là, c'est tout l'inverse, c'est-à-dire qu'on va dessiner du creux, du vide pour laisser passer l'air. Et donc, c'est vraiment une autre démarche. On est dans une démarche beaucoup plus de légèreté. Il faut presque comprendre, imaginer les flux aérodynamiques, et c'est presque eux qui vont dessiner en partie la carrosserie. Et c'est vrai que c'est une autre gymnastique, en tout cas, pour dessiner de nouvelles formes. Et c'est ce qui est aussi fascinant, c'est-à-dire qu'il y a un langage formel qu'on peut adresser sur une 9X8. On aurait difficilement, à moins de faire une supercar peut-être, mais ça va être plus difficile d'appliquer ça sur un véhicule de grand tourisme. Mais néanmoins, ce qu'on a cherché, c'est aussi avoir un langage qui puisse être décodé comme étant à Peugeot, et c'est-à-dire que voilà, il y a une filiation à avoir entre un véhicule d'endurance et un véhicule de série, ce qui n'est pas forcément et naturellement évident au premier abord, mais c'est ce que nous on a cherché à travailler entre cette 9X8 et puis tous les véhicules de série qu'on était en train de développer à ce moment-là. Quand vous avez réfléchi à comment l'appeler, cette successrice de la 908,
Comment est arrivé 9X8 ? Est-ce qu'il y a des clins d'œil derrière ce nom ? Alors, le 8, nous voulons le garder parce que c'est à la fois tout ce qu'on a aujourd'hui sur nos véhicules de série. Ils se terminent tous avec le 8. Le 9 était assez évident. Je pense que c'est aussi, on a 905, 908, et donc ça nous semble assez évident de l'appeler un 9 et un 8 à la fin. 908, c'était bon, on avait déjà une 908, donc c'était... Et le X, c'est intéressant vu que là, on est sur un véhicule hybride. On s'est dit que c'était intéressant parce qu'il y avait aussi, c'était un lien avec l'hybridation qu'on allait intégrer sur ce véhicule. Et donc, il s'avère que quand on fait 9 x 8, donc on arrive sur 72, bon, qui est juste le numéro de la Sarthe et donc du Mans. Et donc, le petit clin d'œil était quand même assez sympa. Et donc, c'est ce qui nous a conforté, j'ai envie de dire, sur le fait de l'appeler 9X8. Ça, c'était vraiment le petit bonus où vous vous êtes dit, là, c'est bon, c'est sûr que c'est le bon nom, quoi. Exactement. Tu le disais, la 9X8 arrive avec un tout nouveau règlement. Le concept est totalement nouveau. Concept assez audacieux. Évidemment, ce fameux aileron qui a fait couler tant d'encre. Comment tu peux l'expliquer un petit peu aux gens, justement, ce choix ? Alors, déjà, le redémarrage d'un projet en endurance pour Peugeot, il est lié aussi à la catégorie hypercar. C'est qu'il y a quand même un reset assez fort. Donc, ça passe d'une catégorie LMP1 hybridée avec des budgets qui étaient très, très élevés, des voitures qui étaient très performantes jusqu'en 2019. Et puis, en disant, voilà, nouveau règlement hypercar, une catégorie qui est basée sur des principes qui sont assez différents. Clairement un ticket d'entrée qui est en termes budgétaires qui était plus faible aussi, qui nous a aidé nous à déclencher ce programme. Donc renouveau de la catégorie, on présente un programme, c'est adopté, et là on se retrouve à devoir le faire. Donc il faut en fait monter l'équipe, monter une structure, remonter. Donc on avait l'équipe Peugeot Sport, on avait aussi l'équipe Citroën Racing à l'époque, là tout ça c'était Stellantis Motorsport déjà. Donc on fait en fait on récupère un peu toutes ces équipes là qui étaient sur d'autres projets qui s'étaient arrêtés entre temps, et on recommence à essayer d'organiser, de monter une équipe et à refaire une voiture. Et là, on avait un peu de temps devant nous. On a eu une lecture qui était celle à l'époque du règlement hypercar, qui était quand même un règlement très très différent sur ce qu'il autorisait, mais aussi sur la façon d'approcher la course en général. Donc un concept très très ouvert, et puis finalement quelque part quelque chose qui égalisait un petit peu les performances sur les voitures. Et on a essayé d'appréhender le truc de façon très globale, donc pas seulement la partie technique, mais de voir aussi tout ce qu'il y avait en termes d'image derrière, de filiation à la marque, ce genre de choses. Et donc il y a eu une influence il y a une part du design qui était très important dans les choix qu'on a pu faire à cette époque. Et à un moment donné, on s'est dit, nous techniciens, on pense que le niveau aérodynamique requis, on sait l'obtenir sans aileron, parce que finalement, il est d'abord relativement bas, et surtout, on peut l'obtenir avec une liberté quasi totale. Donc c'est quelque part, on sait y arriver, je dirais, en prenant un peu des concepts étonnants ou différents, on va dire. Et c'est là où on a fait le choix, on a proposé et on a discuté avec nos équipes de design en disant, on a une solution sans aileron, qu'est-ce que vous en pensez ? Voilà. Et c'est parti de là, en fait. Surtout qu'il faut aussi signaler souligner surtout, le fait que vous avez tout fait, toute cette voiture, la conception, le développement, l'exploitation, c'est Peugeot. Ce qui n'est plus vraiment le cas de beaucoup de voitures maintenant. 90%. Ouais, ça c'est la particularité de notre programme. Et aujourd'hui, effectivement, ça a été le cas déjà en 2020, c'est encore le cas aujourd'hui, c'est qu'on fait effectivement la conception. On est au moins maître d'œuvre sur la conception. On a des parties de conception qui sont sous-traitées, mais on a au moins la maîtrise d'œuvre. On produit pas, mais on assemble et on fait courir la voiture et on exploite la voiture en course. Ouais. Aujourd'hui, il y a très peu d'hypercars qui sont construits et conçus par un constructeur. C'est une seule et unique personne, c'est Oreca, qui fabrique la voiture et qui ont un passé et une expérience au fur et à mesure des années. Donc, peut-être contredis-moi si je me trompe. Bon, ils ont continué le suivi et l'évolution de ces voitures et de ces courses d'endurance. C'est-à-dire, eux, ils sont au cœur du truc. Donc, ils n'ont pas de retard, au contraire. Ils sont complètement dans l'air du temps. C'est compliqué d'aller matcher des autos comme ça aujourd'hui, quand tu vas construire ta caisse. Et ça montre en fait le problème du reset. C'est le problème effectivement de faire un reset et de faire une période blanche comme ça. Tu perds tout le savoir-faire qu'on avait en 2012 et qu'on a mis du temps à reconstruire. Et qu'on est à peine en train de reconstruire aujourd'hui. Encore en train de reconstruire aujourd'hui. C'est quoi ton ressenti maintenant par rapport à, évidemment, j'imagine, tu me dis si je me trompe, mais que les équipes sont encore plus importantes maintenant que ça a pu être sur 908. Peut-être même sur tout ce qui est aéro, ça a encore été encore plus travaillé, même sur les simulations, ça a peut-être encore évolué. Ouais, alors en parallèle de ça, effectivement, d'abord, nous on a perdu cette espèce d'élan qu'on avait et puis ces savoir-faire qu'on avait, mais surtout le niveau technique est monté parce que le niveau des équipes globalement du plateau du championnat est bien plus élevé aujourd'hui qu'il était il y a 10 ans, c'est sûr, ou il y a 12 ans. Et nous on a dû réapprendre ça. Et donc là-dedans il y a des métiers qui sont développés davantage que d'autres, et notamment effectivement les métiers de la simulation, les métiers de la performance. À l'époque, moi c'était la partie dans laquelle j'étais plus directement impliqué.
on faisait pas 15% de ce qu'on fait aujourd'hui, hein, globalement, sur la façon dont on approchait aujourd'hui, on a une capacité à modéliser, à simuler les voitures qui est bien supérieure à ce qu'il y avait encore il y a quelques années, parce que les outils nous ont progressé, parce qu'on y met plus de ressources, plus d'énergie, plus d'argent aussi. J'ai une petite question au fur et à mesure du temps, parce que je vois qu'il y a beaucoup de voitures là. Si tu me mets ça, et celle-là, ok, même plein d'essence, même quantité d'essence, n'importe quel circuit des pneus tendres à bloc, c'est laquelle qui va le plus vite? Alors tu vois, là, pour 905, tu poses une colle, parce qu'aujourd'hui, avec le circuit étant tout à fait le même, au moment, je saurais pas dire. C'est valable ça et ça? Parce que ça, c'est quand même beaucoup plus lourd. Non, 908 est plus rapide aujourd'hui. Ça, c'est plus vite? 908. Ma voiture. Ouais. Et voilà. Elle avait 12. Parce que les règlements vont tendre à faire baisser la performance pour des raisons de sécurité? Oui, ça a été un... Oui, parce qu'aujourd'hui, en fait, c'est pas véritablement le niveau technique qui gère enfin, on est capable aujourd'hui d'avoir un règlement où on peut ajuster le règlement pour viser un niveau de performance. Voilà. Je crois que le circuit du Mans aussi a une certaine, il y a un temps, non, qui match par rapport à sa sécurité. Oui, il n'y a pas une limite? Oui, alors moi je me souviens plus exactement de la limite, mais effectivement il y a une limite qui assure le niveau de sécurité. On ne veut pas descendre en dessous de cette limite. Donc il a été jugé, je pense que c'est correct que les LMP1 des années 2014 jusqu'à 2017 étaient quand même très très rapides. Et que, quand tu penses que les Porsche, tu vois, ça passait à bloc. Ouais. C'est comment ça fait. Moi, j'ai chez des copains, notamment un, il frappe, il a rien. Hein. Enfin, physiquement, il a rien. Il frappe dans les Porsche, il a rien. Mais par contre, pendant une semaine, là-haut, ça marche plus. Il sait plus qu'il y a d'enfants, il sait plus. Loïc, je te fais des bisous. Parce que commotion cérébrale, il a parce que rien du tout, mais en fait, ça a tapé, quoi. Et là, tu te rappelles plus. Donc, ça commence à aller très, très vite. C'est pas parce que tu te fais pas mal physiquement que ton bras, il est pas cassé, que ton corps et l'intérieur ne subit pas, quoi. Donc, je pense que c'est une bonne chose, parce que ça, on parle de 20 ans. Imagine l'évolution. Si tu continues à évoluer là-dessus, de la même chose, et qui freine pas un peu le règlement technique, mais c'est des avions de chasse, en fait, le truc. C'est compliqué ce que je vais te poser comme question, mais techniquement, si on avait effectivement pas freiné du tout le développement sur 20 ans, ça serait hallucinant, là. Ça serait des voitures qui seraient dans le ciel, là. Ah oui, là, je pense que oui. Alors après, les voitures, c'est une partie, tu as les pneus également qui sont très importants, donc tu peux aussi réussir à freiner par les pneus. Et puis, tu as le mec aussi dans la voiture. Ouais, voilà. Ouais, mais à un moment donné, même si tu fais 12 heures de sport par jour, il va falloir que tu la tiennes, l'auto. Est-ce que tu as des moments un peu qui t'ont... Alors, tu en as forcément plein, mais dans les moments qui t'ont marqué dans la création de ce projet, parce qu'on parle d'un projet qui est quand même sur quelques années avant de voir l'objet rouler, est-ce qu'il y a des moments qui te reviennent particulièrement en mémoire? Moi, j'en ai un en tout cas qui me revient en mémoire. C'est il y a un jour, donc je reçois un coup de téléphone en me disant on a peut-être la possibilité de montrer cette 9X qui était qu'une maquette à l'époque, en polystyrène, à Jean Todt. Je fais waouh. Encore une fois, si on revient un petit peu en arrière, j'ai grandi avec ces posters de 905 de T16, donc forcément, voilà, Jean Todt, ça reste un grand monsieur, et j'ai toujours été fasciné par toute l'aventure justement 905 et T16. Donc quand on m'a dit ça, ouais, c'est quand même assez dingue. Et puis en creusant un petit peu, j'ai remarqué que ça faisait 31 ans, jour pour jour quasiment, où Jean Todt lui-même avait présenté le projet 905 à Vélizy. Donc au même endroit? C'était à quelques kilomètres d'ici, mais en tout cas, ouais, on va dire, même pas centaines de mètres, on va dire, d'ici. Et donc, j'ai trouvé l'histoire assez dingue. Et donc, Jean Todt, on a eu la chance d'avoir Jean Todt pour un petit moment, en tout cas, voilà, tourner autour de la maquette. Et donc, c'était un moment assez chargé émotionnellement. Se dire, voilà, c'est quand même Jean Todt qui a développé à l'époque les 905. Donc, le voir avec juste cette troisième génération de véhicules endurance, c'était quelque chose d'assez chargé, en fait. C'est une séance assez particulière. Ouais. Tu te souviens ce qu'il y avait précisément dans ta tête à ce moment-là? Est-ce que tu as repensé Parce que je trouve ça cool aussi, tu sais, d'honorer le petit garçon que t'étais et qui regardait ses posters dans sa chambre. Tu y as pensé à ça ou pas? Ouais, forcément, évidemment. Ouais, c'est vrai on se projette, on se dit, c'est assez fou de se retrouver à ce moment-là à présenter cette nouvelle voiture d'endurance. Et donc, voilà, on fait tout pour honorer en tout cas notre histoire. Et c'est toute la charge émotionnelle aussi autour d'un projet comme 9X8. Au-delà de la dimension du design, de la dimension de l'objet qu'on est en train de cultiver. Et c'est ça, moi, qui me fascine autour de la marque Peugeot, c'est qu'on a une responsabilité aussi par rapport à notre histoire, un respect aussi de notre héritage. Et donc, en effet, voilà, pouvoir accueillir un monsieur comme Jean Todt dans nos murs en lui montrant la future maquette de la voiture d'endurance, c'était un moment assez particulier. Et dans les autres moments marquants, j'imagine que la première fois où tu l'as vu sur la piste, et en particulier la piste du Mans, encore plus de nuit, là, qu'est-ce que tu as ressenti? T'as eu
exactement la vision que tu avais en tête de cette voiture presque vivante avec ses griffes qui viennent presque. En tout cas, moi, c'était ma vision quand je l'ai vue passer. Tu sais, comme si elle venait s'accrocher sur le macadam, quoi. En fait, c'était un moment assez particulier parce qu'il faisait nuit et j'avais la chance d'être juste au niveau des pit stops et c'était vraiment un moment de la nuit où il n'y a plus grand monde finalement. Donc, et en fait, se retrouver tout seul et je me rappelle la revoir arriver justement comme ça dans les pit stops, c'était juste incroyable en fait parce qu'en effet, il y avait cette image de ces 3 griffes qui fonctionnaient franchement bien sur Clairement. la piste, on l'avait défilé. Et surtout, je trouve qu'elle évoquait cette notion de cette félinité, cette légèreté, elle devenait complètement évidente, c'est-à-dire de la voir en piste par rapport aux autres. Elle portait en elle, je trouve, ce côté hyper léger, hyper efficient. Donc ça, encore une fois, c'est des moments entre la maquette qui reste statique, mais de voir cette voiture en dynamique, c'est des moments vraiment fabuleux. Cette voiture, elle a eu plusieurs livrées qui ont toutes une signification. En plus, c'est ça qui est assez chouette. Est-ce que tu peux raconter un petit peu les différentes livrées qu'elle a eues et pourquoi? Enfin, c'est pas juste des couleurs qui ont été apposées. Alors, ces différentes livrées, avec l'équipe, on s'est dit dès le début que ça serait intéressant. Encore une fois, on était toujours dans cette idée de rendre assez évident que c'était une Peugeot et aussi sortir quelque part cette voiture d'endurance du domaine presque d'expert. C'est-à-dire qu'il y a forcément les gens qui sont amoureux de l'endurance et qui connaissent tout parfaitement. Mais on s'est dit qu'il fallait essayer d'emmener aussi cette 9X8 hors de la piste d'une certaine manière. Et comment on l'a fait? Donc il y avait ces notions de livret et aussi des shootings qu'on a fait. Je m'en rappelle, c'était dans un parking à Noisy, je crois, qu'on avait donc sortir cette voiture d'endurance et la mettre dans un contexte complètement différent pour emmener aussi quelque part un vent de fraîcheur dans l'univers d'endurance, dans l'univers du sport automobile. Et donc pour nous, la livrée, c'était une composante extrêmement importante. Et donc la première livrée, c'était un gris sélénium, donc un gris qu'on avait à l'époque sur les 508 PSE, donc les versions sportives des 508 qui étaient développées par Peugeot Sport aussi de l'époque. Et puis la deuxième année, on s'est dit qu'il y avait vraiment une livrée incroyable, donc c'était pour les 30 ans de la victoire de 905. Encore une fois, il fallait honorer notre héritage. Et puis les 100 ans aussi du Mans. Et donc on s'est posé la question, et moi j'étais en contact avec un street artiste qui s'appelle Demski. On s'est dit, mais là il y a quelque chose d'assez unique à faire, et donc on a plus réfléchi la livrée en art car que livrée, on va dire, au sens classique du terme. Et donc, quand on a proposé les premières propositions, donc c'était, je vais dire, top management était un peu décontenancé par rapport à la proposition. Vous êtes sûr quand même, parce que ça fait pas livrée automobile classique. Mais si, il faut y aller. Et donc, on a présenté cette livrée d'ailleurs au salon du meuble de Milan. Encore une fois, toujours dans cette idée d'essayer de sortir ce véhicule d'endurance du schéma classique de la piste, mais de l'emmener dans un objet presque culturel. Et là, les retours étaient juste incroyables. On avait fait une installation avec l'équipe, je me rappellerai toujours, je crois, à Milan, avec une succession d'écrans. Donc, c'était une installation hyper immersive. On avait fait venir des pilotes. Et donc, quand on a présenté cette livrée, c'était un moment un peu hors du temps. C'était hyper émotionnel. Donc, il y avait quelques minutes. C'était presque une sorte d'happening. Donc, la livrée apparaissait sur la voiture. Et ça, moi, je l'ai encore en tête. Ça fait maintenant plus de 3 ans. Et j'ai toujours ce moment. C'était juste fascinant. Il y avait une ambiance musicale qui était avec. Donc, encore une fois, on n'est plus du tout dans la pure voiture d'endurance, mais presque l'objet culturel. Et pour moi, et on en revient à la discussion d'avant sur la partie mécanique, mais aussi comment des formes, des couleurs, des ambiances peuvent créer aussi une surcharge d'émotions. Et là, pour moi, on était vraiment plein dedans. Et ça, c'est un moment un petit peu hors du temps et que j'ai toujours en tête. Comment tu vois un peu la suite pour 9X8 ? La suite pour le FX8, c'est un championnat dans lequel on est présent maintenant depuis 4 saisons. On essaye en fait de continuer à développer notre auto. Donc on essaie de trouver des solutions un petit peu avec la COLFIA pour réussir à continuer à pouvoir développer une voiture qui maintenant est présente depuis 2022, donc qui commence à être un petit peu datée par rapport à des voitures qui ont été renouvelées plus récemment ou qui sont arrivées plus récemment. C'est un peu l'enjeu de la catégorie, c'est que on a une catégorie où il y a quand même une réussite majeure, c'est le fait d'avoir réussi à avoir autant de constructeurs dans une catégorie en endurance et donc de ramener au Mans, mais pas seulement au Mans, aussi sur un championnat qui se développe, qui est très important pour nous également, pour pas que ce soit uniquement concentré sur le Mans. Autant de constructeurs, donc, et en même temps, ils arrivent tous avec des formats qui sont assez différents. Certains sont dans des catégories qu'on appelle le LMDH, où tu ne maîtrises, ou plutôt tu n'apportes qu'une partie de la technologie de la voiture. D'autres constructeurs comme Peugeot, tu l'évoquais, on a fait le choix nous de partir sur une LMH 4 motrices où on a conçu complètement la voiture
de A à Z, donc le châssis, le moteur, la transmission, ainsi de suite. Et tout ça avec des timings qui sont différents. Donc des gens qui sont arrivés en tout début, comme Toyota qui était là au tout début, nous qui sommes arrivés juste après, Ferrari ensuite, et puis des LMDH qui arrivent encore avec des nouveaux entrants cette année, et il y en aura encore 2 l'année prochaine. Donc tout ça, tout le monde n'est pas forcément phasé sur ses plans de développement, et donc du coup aujourd'hui on a des voitures qui sont en piste, qui sont un peu plus obsolètes que d'autres. Et nous, notre objectif, c'est de réussir à maintenir notre Peugeot 9X8 à peu près à jour, pour être compétitif dans les années à venir, avec un engagement qui aujourd'hui est confirmé jusqu'à la fin 2029. Voilà. Donc si demain, il y a une remplaçante à 9X8, tu penses que le choix sera encore fait de faire une voiture complètement in-house et de tout faire? Alors, le remplacement, non, parce que l'idée, c'est pas de remplacer une F8, l'idée, c'est de la faire évoluer. Donc, ce ne sera pas un remplacement. Et oui, jusqu'à 2029, on va pas remettre en question cette partie-là. Après, on discute aujourd'hui des règlements futurs, donc au-delà de 2029, donc qui pourrait être un règlement un peu convergent techniquement entre les deux formules techniques qu'on a aujourd'hui, là, le LMH et le LMDH, et qui pourrait être mis en place à partir de 2030. Donc là, effectivement, il y aura une rediscussion, je pense, à ce moment-là. Franck, tu as quelque chose à ajouter par rapport à ça, une vision? Non, que j'ai envie de. C'est personnel, mais c'est vrai que là, on sort de la course d'Imola, et quand je vois des autos comme ça, des Peugeot, avec lesquels on a gagné, qui étaient devant, et je connais le groupe, je connais les gens, je connais bien Olivier, là, notamment, de les voir galérer sur les 10e places, tu vois, je me dis, c'est bien un truc qui va pas, quoi. Ou dans le règlement, ou dans le machin, mais du coup, je comprends mieux, tu vois, cette évolution maintenant, quand il en parle, quand tu achètes un châssis qui est prêt déjà et qui fonctionne, bon, ben, tu as déjà une part du travail qui est fait, tu vois. Et je pense qu'il faut être un petit peu orgueilleux du travail qui est fait quand tu travailles sur une entité complète, et d'essayer de la développer et d'arriver à tes fins, parce que c'est pas simple, en fait. Voilà. Ça se fait pas en claquant des doigts. C'est facile de critiquer, c'est facile de dire oh, vous n'y arrivez pas. Mais en fait, il ne faut pas oublier le fait que tu fais tout de A à Z, du début jusqu'à la fin, de l'aileron avant, du splitter jusqu'à l'aileron arrière, qui n'existe pas sur le modèle qui est là. Mais en fait, tu fais tout à 100%, et tu t'appuies pas sur des ressources externes. Donc quand tu te trompes à 100% chez toi, et quand tu réussis à 100%. Donc il faut prendre du temps, et j'espère tout simplement que Peugeot va y arriver. Ouais, puis dans ce que je comprends de ce que tu dis aussi, Olivier, j'ai l'impression qu'il y a plus d'instabilité en termes de règlement qui favorise moins justement ce genre de choix par rapport à... Bah, disons que le règlement, en fait, c'est à la fois une très grande réussite parce que c'est factuel, on a de plus en plus de constructeurs, la catégorie est bien construite, parce que c'est quand même l'intérêt. L'intérêt, c'est d'avoir du spectacle à la fin, et puis générer de l'engouement autour de ce championnat, d'augmenter aussi pour nous, les marques, la valeur marketing de ce championnat, et puis et aussi énormément d'engouement avec des 24 heures du Mans qui sont à guichet fermé, et voilà. Ouais, on n'a jamais... Exactement. Ça fait des années qu'on n'a pas connu ça. Qu'on n'a pas connu. Avant, il y avait 6 voitures. Au pire des cas, tu faisais P6 ou P8. Hein. Exactement. Donc, on est obligé de reconnaître que c'est un énorme succès. Après, ce succès, il a été fait en faisant légèrement évoluer les règlements sur ce qui avait été dit depuis 2020. Et effectivement, là-dedans, il y a eu des... voilà, on a cassé des œufs, comme on dit. Et donc c'est quelque chose qu'il faut accepter, parce que nous, notre boulot, c'est une partie de l'essence de ce qu'on fait, c'est de valoriser notre marque au travers du sport. Et quand le championnat est valorisé médiatiquement, bah pour nous, c'est bon pour la marque. Et donc, ça quelque part, ça pérennise notre activité. Et par contre, il faut reconnaître que ça a été compliqué pour nous sportivement, au moins sur ce plan-là. Mais après, objectivement, il y a une partie qui vient aussi de l'expérience de nos concurrents qu'on n'a pas eu, de leur qualité, sur lesquelles on n'a pas été exactement au niveau jusqu'à présent. Il ne faut pas non plus tout rejeter sur les évolutions réglementaires. Ils ont fait des erreurs aussi, mais c'est normal. Hein. Mais je pense, en fait, ce qui me dérange un tout petit peu dans ce championnat, c'est l'opacité du règlement. Que ça soit pour la BOP, tu vois, par exemple, ce changement de règlement au niveau du moteur avant que tu arrives au Mans, par exemple. J'aimerais, et je me porte vraiment en tant que spectateur, tu vois. Aujourd'hui, c'est une course, c'est des courses que tu vois au Mans, c'est fantastique, c'est à regarder, et tous mes potes vont au Mans, vont pas avoir une course de Formule 1, tu vois, c'est accessible, c'est populaire, c'est génial. Mais j'aimerais avoir plus de clarté, que moi, en tant que spectateur, je puisse comprendre qui va être avantagé, qui ne va pas l'être, en un seul coup d'œil. Je pense que ça ferait du bien à ce sport-là, et je pense que ça serait intéressant, parce que tu vas réunir 400 000 spectateurs au Mans. Okay, ça fait du monde, anglais, français, toutes les nations. Pas comprendre qui est le meilleur moteur et pourquoi, c'est un petit peu dérangeant. En tous les cas, moi, je trouve. Dans la lecture, tu veux dire? Dans la lecture, ouais, simple, tu vois, simple, mais qu'on puisse savoir qui a été avantagé, pourquoi et de quelle façon. Comme ça, au fur et à mesure, en fait, au fur et à mesure des années, si c'est toujours le candidat A qui est avantagé, bon, ben, c'est qu'ils font quelque chose, mais au moins qu'on le sache, tu vois, que tout le monde sache les choses. Et je pense que ça serait mieux pour tout le monde. Et puis si c'est Peugeot qui n'est jamais avantagé, et j'en sais rien parce qu'on ne sait pas aujourd'hui,
bon, bah, tu comprendras mieux pourquoi ils sont derrière. Tu vois ce que je veux dire? C'est juste ce côté-là que pour les spectateurs, pour l'extérieur en fait, parce qu'on parle de constructeurs, qu'on ait une vision un peu plus claire et un peu plus limpide pour tout le monde, et qu'on n'ait pas l'impression qu'on fasse un peu sa tambouille à la maison. C'est tout. Moi, je comprends la frustration du point de vue spectateur. Il faut juste rappeler, si tu veux, un petit peu l'historique. Moi, je défends pas le système plus que ça, mais c'est parti d'un constat en fait. Le constat, c'est l'arrêt successif d'Audi et de Porsche du LMP1 pour des raisons de coûts trop élevés. Le remède qui a été trouvé à ça, qui à mon avis est le bon remède, c'est de dire le moyen d'arriver à stabiliser la catégorie, c'est de faire chuter drastiquement les coûts, à la fois le ticket d'entrée et également les coûts pendant une saison. Bon, pour faire ça, ce qu'il faut, c'est stopper le développement. Donc, faire en sorte que tu arrêtes de développer. Donc, tu vois, on faisait la comparaison 908. 908, ça développait tout le temps. On n'avait pas d'homologation, on développait énormément. À l'époque, on avait une équipe où on était restreint par un budget, et puis ça matchait à peu près. Pendant des années, on a réussi à combattre Audi avec ces budgets-là. On voyait bien, par exemple, sur la fin, c'est ce que tu as mentionné aussi, parce qu'on parle de 2011, effectivement, dans l'inconnu de 2011, où on n'est pas perfo, une partie de l'inconnu, c'est se dire qu'ils ont investi beaucoup plus que nous sur le développement aérodynamique de la voiture du Mans, par exemple. Donc on voyait bien que c'était en train de diverger déjà à cette époque-là et qu'on pouvait réussir quelque part en remettant beaucoup plus d'argent qui était en train de rentrer. Clairement, t'as raison. Là, il y avait des budgets qui étaient plus élevés, qui étaient en train de rentrer dans la catégorie et qu'on allait de toute façon se faire dépasser à un moment donné si on n'était pas capable de se mettre au niveau. Bon, l'hypercar, le constat c'était de dire il faut qu'on stoppe ces règlements à outrance, il faut qu'on arrive à homologuer les voitures, stabiliser les définitions techniques de façon à ce qu'on arrête de payer du développement en permanence et qu'on puisse faire des courses où les gens viennent avec la même voiture tout le temps sur toutes les courses et font de la course et se battent en fait sur la piste. Et des voitures qui ont le même potentiel de performance et qui se battent sur la piste. Et donc on a inventé ce système de l'homologation, système de la balance de performance également, qui permet justement de faire ça. Donc un des travers, c'est que je comprends, c'est difficile à lire pour le spectateur et pour les fans. Le fait est que sans ça, on n'aurait jamais eu 8 constructeurs. Tu sais, j'ai l'impression que cette voiture, alors évidemment, on aimerait qu'elle ait plus de palmarès, mais qu'elle est quand même déjà devenue iconique. De par son design, évidemment, mais de par tout ce que vous avez créé autour. Pour nous, c'était hyper important de créer tout un écosystème autour de cette voiture. Il y avait à la fois cette 9X8, mais moi, j'ai toutes mes équipes qui ont designé aussi tout l'univers graphique, par exemple, de cette voiture, parce qu'on s'est dit qu'il fallait qu'il y ait une cohérence entre la voiture sur la piste, mais juste aux combinaisons des pilotes, les casques. Donc, tout a été imaginé, conçu pour avoir vraiment, en tout cas, un univers graphique hyper cohérent. Donc, sur les livrets, pour nous, c'était hyper important. Donc, il y a cette première livrée qui était cohérente des véhicules de série qu'on vendait à l'époque, les 508 PSE, donc ce gris sélénium. Cette deuxième livrée, elle faisait hommage aussi à l'anniversaire des 30 ans des victoires des 905. Et donc, avec l'artiste Demski, ce qu'on a fait, c'est une art car. Et en jouant aussi avec ce motif qu'on appelle PTS, donc Peugeot Turbo Sport, qui est pour moi probablement un des motifs les plus emblématiques, franchement, le plus mémorable. Mais on ne voulait pas être dans une réinterprétation rétro. C'est-à-dire qu'en jouant avec cet effet presque de glitch sur la voiture, il devenait, c'était presque comme si ce motif avait été créé par une machine. Donc on retrouvait ce motif en glitch sur l'automobile, presque un mix entre de l'aérodynamique et puis tout le travail aussi, parce que l'aérodynamique aujourd'hui se fait beaucoup via de la simulation. Et donc voilà, c'était ce petit clin d'œil aussi qu'on avait voulu mettre en place. Et donc cette troisième livrée, donc c'était autour de têtes de lion qui étaient projetées sur le véhicule. Donc il y avait des centaines de têtes de lion, mais ça pour moi ça symbolisait tout le travail d'équipe et toutes les personnes qui travaillent pour le développement de ce genre de véhicule d'endurance. Et puis la dernière livrée qu'on a présentée il y a quelques semaines, voilà, ça symbolise le retour de Peugeot et de GTI avec cette 208 GTI. On a présenté 208 GTI il y a presque un an au Mans, donc avec un teaser du véhicule de série qui va être présenté cette année et commercialisé dans la foulée. Et là, on retrouve le blanc, parce que pour moi, une 205 GTI. On en revient à la 205 GTI. Cette 205 GTI, donc pour moi, c'était quand même soit blanc ou rouge. Et donc, on retrouve justement ce mélange de blanc-rouge. Et c'est pour ça qu'on a fait cette livrée qui est assez nouvelle, d'ailleurs, avec ce noir, ce blanc et ce rouge. Et en tout cas, cette année, donc on va célébrer, on va dire, cette 208 GTI avec cette livrée et cette 9X8. J'ai pas eu de bol parce que j'ai grandi avec une 205 GTI bleue, moi. Mais je l'aimais bien quand même. Elle était chouette aussi. Elle était chouette aussi. Tu sais, l'endurance, c'est aussi des réglementations qui changent énormément. Oui. Vous, ça vous a obligé à changer le design aussi par rapport à cet aileron qui a dû être ajouté. Quelle a été la réflexion justement par rapport à ça? Parce que là, il y a une contrainte et c'est aussi intéressant là, parce que la créativité vient aussi de la contrainte. Comment vous avez travaillé là-dessus? Alors, c'est vrai qu'il y a eu un changement à un moment donné. Donc, on était les seuls sans aileron. Donc, il y a eu tout un buzz autour de cela. À
à un moment donné, l'architecture de la voiture a dû changer, donc il fallait rajouter de l'appui aérodynamique, et donc c'était inévitable de lui remettre un aileron. Alors, naturellement, initialement, on l'a pas fait de gaieté de cœur, mais c'était essentiel en tout cas et donc il y a eu beaucoup d'échanges avec Olivier. Mais finalement, ce qu'on a fait, c'est le traiter l'intégrer le plus possible aussi à travers les livrets. Et finalement, aujourd'hui, cette 9X8, elle vit très bien avec son aileron, même si c'est vrai que c'était pas le concept initial de l'époque. Mais encore une fois, on est sur un véhicule d'endurance et seule la performance compte à la fin. Et donc, on s'est accommodé de cet aileron. Qu'est-ce que tu pourrais ajouter comme autre détail, autre souvenir qui te vient par rapport au projet 9X8? Moi, j'ai envie de dire que ce projet 9X8, moi, ce qui m'a toujours plu et fasciné, c'était essayer à chaque fois de alors, bien sûr qu'il y a son terrain de jeu, c'est la piste, mais essayer à chaque fois de la sortir pour en faire un objet quasi culturel. Je parlais de Milan avec la livrée Dembski, je parlais de ce shooting, un parking improbable à Noisy, où là, pourquoi on avait pu réunir 905, une 908 et 9X8. C'était assez fort. Et je pense que c'est aussi ce qui a créé toute l'énergie, tout le buzz autour de cette voiture. Parce que, on le voit d'ailleurs, il y a beaucoup de collectionneurs qui collectionnent ces véhicules d'endurance. Pour moi, ça devient, ils font partie de la culture populaire. Et 905, encore une fois, j'en reviens à cette idée, je pense qu'on est plusieurs à avoir ces 905, ces 205. Pour moi, ce sont des automobiles qui font partie de la culture populaire. Et moi, c'est ce que j'aime autour de la marque Peugeot. Et c'est aussi ce qui me fascine autour de ces véhicules d'endurance. Pour finir un peu cet épisode, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à 9X8 et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter à toi pour la suite? Surtout 9X8, j'ai envie de dire 9X8, moi je lui souhaite forcément la victoire. On parle de véhicule d'endurance, on est là pour gagner. Et le challenge, il est énorme. Le plateau, il est assez phénoménal aujourd'hui. Quand on voit le niveau qui est juste incroyable, le plateau, je pense qu'il n'a jamais été comme celui-ci. Et ça, c'est un challenge. Et donc, on est naturellement derrière les équipes de Peugeot Sport et on leur souhaite tout le meilleur pour gagner. Et tout ce que je souhaite, c'est que Peugeot continue en tout cas dans le championnat du monde d'endurance, parce que je pense que l'endurance et Peugeot, c'est une histoire commune. Et puis cette sportivité en tout cas qui est dégagée autour de l'endurance. Donc tout ce que je souhaite, c'est qu'on puisse continuer en tout cas dans l'endurance. Et à toi? Moi, j'espère pouvoir un jour redessiner une évolution de 9X8 s'il y en a une, mais en tout cas moi c'est là où moi j'aime la marque Peugeot, c'est-à-dire j'espère pouvoir continuer à dessiner, à imaginer, à concevoir en tout cas des véhicules sportifs pour la marque Peugeot. Est-ce que tu as encore t'en as sûrement encore plein, mais est-ce que tu as un rêve, deux rêves de projets que tu aimerais concrétiser? C'est dur comme question. C'est dur parce que, encore une fois, moi je me sens tout honoré déjà de pouvoir travailler pour la marque Peugeot, de pouvoir écrire une partie de son futur. C'est une marque. J'aime souvent dire que la marque Peugeot, c'est une des marques les plus anciennes au monde. Et j'ai cette chance de pouvoir contribuer à mon niveau pour à écrire une petite partie de cette histoire. Et je pense que c'est déjà fabuleux. Donc, moi, mon quotidien, il est juste fascinant. Je suis heureux chaque jour, en tout cas, de pouvoir aider, en tout cas, à développer le suite et le futur de la marque Peugeot. Donc, que ça continue encore très longtemps, quoi. Moi, j'ai les yeux qui brillent chaque jour. Quand je vais dans le studio, c'est juste fascinant. Donc, j'espère que ça puisse continuer encore pendant quelques temps. Ouais. Merci beaucoup, Mathias. Merci à très bientôt. Merci. Pour finir un peu cet épisode, alors j'ai une petite idée, mais qu'est-ce qu'on peut souhaiter à 9X8 et comment tu vois la suite, toi, jusqu'en 2029? Moi, je pense que ce qu'on peut nous souhaiter, c'est qu'on arrive à évoluer suffisamment dans l'équipe et dans la voiture pour être rapidement compétitif. Je pense que l'équipe le mérite et qu'elle s'est déjà développée dans cette direction. Mais il reste encore beaucoup à faire parce que nos concurrents ne nous attendent pas. Le championnat est d'un niveau très très relevé. Alors c'est à la fois assez grisant parce que c'est vraiment grisant de se dire qu'on fait partie d'un championnat où le niveau est très élevé aujourd'hui. Tu regardes le niveau opérationnel encore sur les dernières courses là, des courses d'hypercar, plus personne ne fait d'erreur. Il y a encore 2 ans, il y avait des erreurs partout. On voyait des erreurs de stratégie il y a encore 2 ans en disant celle-là nous on l'aurait pas faite par exemple, là on n'en voit plus. Tout le monde est super haut niveau, donc vraiment ça déroule. C'est un très beau championnat, mais nous il faut qu'on monte encore notre niveau pour réussir à être compétitif et à gagner dans le championnat. Franck, un dernier petit mot à rajouter? Moi j'en souhaite de gagner, tout simplement. C'est une équipe de cœur, tu vois. J'en ai 2, c'est vrai, c'est 2 françaises, c'était Renault pour la F1 et Peugeot pour l'endurance, parce que j'ai passé mes meilleurs moments en endurance. J'ai vraiment j'ai plein de souvenirs et mon cœur bat encore à l'image du lion. Donc j'espère qu'ils vont retrouver les podiums, j'espère les revoir gagner et surtout au Mans. C'est ce que je souhaite aussi. En tout cas, merci d'avoir partagé ce moment avec vous. Et j'avoue que vous m'avez cueilli sur pas mal d'anecdotes qu'on n'avait même pas préparées. Merci beaucoup.
À bientôt. Merci. À bientôt. Au revoir.